You want to be a fighter. RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 190e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter l'UFC de ce week-end, le gros UFC à Salt Lake City avec le main event, une guerre promise entre Dustin Poirier et Justin Gaethje. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours la boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Herbie. On est gâtés quand même, hein. Spence Crawford, Poirier Gaethje, le même week-end, le même soir, en même temps, face à face même, c'est du, pour quand on aime les sports de combat, c'est du caviar quand même. Évidemment. Ouais, évidemment. Il n'y a pas de... Et après, et on vous a déjà proposé... Pereira Blacko. Ouais, tout à fait. On va parler de cette carte, on vous a déjà parlé de Spence Crawford dans 2 épisodes, et maintenant on se tourne vers l'UFC 291. Le même soir, la boxe propose le combat le plus attendu depuis des années, Spence Crawford. Alors l'UFC a sorti l'artillerie lourde pour le 29 juillet avec un main event de l'UFC 291 parfait pour ravir les fans. Dustin Poirier et Justin Gaethje, respectivement numéro 2 et 3 du classement des challengers chez les légers, vont se retrouver dans la cage de Salt Lake City 5 ans et 3 mois après leur classique d'avril 2018, à l'époque désigné combat de l'année par tous les médias spécialisés. Vu leur style et ce passé, on peut s'attendre à un feu d'artifice, une guerre inéluctable, avec en prime la symbolique ceinture BMF en jeu pour ces deux combattants qui le méritent bien. À quoi s'attendre dans ce Poirier Gaethje? Le RMC Fighter Club décrypte l'affiche principale d'un UFC 291 qui s'annonce bouillant. Bon, je te le disais dans l'intro, Joe, c'est très Dana quand même d'avoir sorti Poirier Gaethje le soir de Spence Crawford. On reconnaît il faut mettre du lourd face à du lourd. Ouais, bien sûr. Surtout qu'il y a la ceinture en plus, qu'ils ont rajouté cette ceinture un peu ridicule, un peu loufoque. On va en parler de cette ceinture. C'est rigolo quand même, tu vois. On peut commencer par là. Bah écoute, moi j'aime pas cette idée de ceinture, je trouve ça ridicule, ça dévalue un petit peu le reste de ton produit, le reste qui est la vraie ceinture. Après, si ça te donne des points pay-per-view aux combattants, pourquoi pas? C'est vrai, faudrait savoir ça. Mais si, ouais. Ça donne des points pay-per-view aux combattants. C'est sûr. Rien que ça, déjà, c'est un gain. Hein. C'est Justin Gaethje qui le disait. Il disait cette ceinture, elle est totalement débile, mais ça me donnait des points pay-per-view si je la gagne. Donc c'est superbe. Et puis on va pas se mentir, hein. Qui mieux que ces deux-là pour combattre pour cette ceinture, donc, pour être le baddest motherfucker. Voilà, tu l'avais dit, on l'avait pas encore cité. BMF, ça veut dire baddest motherfucker. C'était une ceinture qui avait été mise en jeu entre Masvidal et Ned Diaz. Qui avait été inventée par Ned Diaz. Qui avait été inventée pour le coup, c'était 2019. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui a jamais été remise en jeu depuis, puisque c'est une ceinture symbolique. On la dispute pas dans des combats. Mais bon, on est d'accord que quitte à la redonner pour un combat, tu pouvais difficilement choisir mieux quand même sur le côté baddest motherfucker de la cage, quoi. Hein, Poirier et Gaethje. Oui, après ça peut se discuter, mais. T'aurais mis qui d'autre? Allez, et comme ça on conclut sur cette ceinture qui n'a pas de sens. En fait, c'est quoi les critères? Bah, en gros, c'est que tu prends tous les combats, t'as peur de personne, t'affrontes un peu n'importe qui, et puis tu vas tout le temps à la guerre, quoi. Enfin, c'est 3, tu vois. Moi, j'aurais fait 3 gros critères basiques, si mais. c'était vraiment ça, j'aurais fait Dan Hooker, Justin Gaethje. Ouais. Là, ça mérite un coup de cœur en termes de BMF. Il y a qui d'autre qui prend tout le monde Gilbert Burns. Ouais, Burns. Ouais. C'est bien, ouais. Il y a un petit côté quand même BMF. Ouais. C'est ce genre de nom, quoi, que tu pourrais réunir. Tu vois, mais... T'aurais pu faire Masvidal Burns pour la ceinture BMF. Tu vois, pour moi, c'est pas un Ramzat, par exemple, tu vois. Il rentre pas dans ces critères-là. Oui, parce qu'il a trop d'inactivité. Après, un mec comme Dan Hooker qui veut gagner son combat avec le bras pété et qui prend tout le monde, qui prend Islam en short notice et tout. Ouais. Et on en a un en France qui a un potentiel BMF. Benoît Saint-Denis. Un petit peu. Sur ce côté, tu vois, je vais tout le temps, je te garantis toujours d'avoir du spectacle et de la guerre. On rappelle qu'il voulait prendre Islam Makhachev quand Rafael Dos Anjos s'était blessé. Exactement. C'est ce côté-là, tu vois, de Benoît. Bon, on zappe sur cette ceinture qui n'a pas trop d'intérêt. Ce qui a intérêt, c'est le combat en lui-même, parce que c'est ça qui est fascinant. Je le rappelais, avril 2018, main event d'une Fight Night. Très marrant, je te le disais en off, Joe, quand on regarde la carte de ce Poirier Gaethje 1, de revoir la carte de cette Fight Night. Tu vois comme le temps a passé, puisque Gilbert Burns était en préliminaire, et les premiers préliminaires, même pas les préliminaires sur Fox. Et en 3e combat de la main card, il y avait un Adesanya Vettori, qui aujourd'hui serait main event d'un pay-per-view. Oui. Mais voilà, c'était la montée en puissance d'Adesanya vers le titre des moyens. Ça a été vite, hein, quand on y pense. Ouais, ça va, parce que s'il y a 5 ans, je le disais, 5 ans c'est gros, et puis c'est à la fois peu en fait, Joe, tu vois. C'est son 3e combat à l'UFC. Ouais, exactement. Retour sur ce combat quand même, qui avait été, je l'avais dit, combat de l'année pour tous les médias spécialisés, et il n'y avait même pas photo. C'était une guerre inoubliable quand même, ce Poirier Gaethje, hein, Joe.
C'était exactement ce à quoi on s'attendait quand tu mets ces deux-là dans la cage. Les deux qui se regardent, il n'y a pas de moment d'observation, ça se rentre tout de suite dans le lard. Techniquement, j'avais trouvé ça un peu faible. Désolé, faut pas se mentir. On va y revenir. Mais en termes d'engagement, en termes de coups, en termes de dramaturgie, évidemment, c'était un combat qui est inoubliable. On rappelle que Poirier le termine au 3e round. Quatrième. Quatrième Début round, du ouais. quatrième, tout Mais début du que, Petit KO. très franchement, alors je pense qu'il est devant sur la carte des juges. Parce qu'il prend des rounds et puis il y a aussi un point de déduction pour Justin Gaethje. Exactement. Tu sais, parce qu'il lui met un eye poke. En fait, Mais je pense que Gaethje gagne le 3e, mais qu'il a le point de déduction, Ouais. ce qui fait 9-9, et Dustin a pris les 2 premiers. Ouais, mais que Dustin fait bien de le terminer parce qu'il était sur le point lui-même de ne plus avoir de jambes. On rappelle que Gaethje avait entamé son travail de sape habituel qui était Les low kicks. d'envoyer des coups de batte de baseball, CF des low kicks, sur les jambes de Poirier et que la mobilité de Poirier commençait à être sérieusement compromis et que tu as l'impression que dans ce 3e round, où il y a le point de déduit pour Gaethje pour époque, que tout est en train de tourner. Et tu te souviens, mais là, sur les derniers qu'il prend, tu vois, comme la jambe, elle vole de poids, et tu sens qu'il en a marre, quoi. Les low kicks, là, ça commence à être... Oui, bien sûr, bien le sûr. travail de sape est énorme, quoi, sur ce niveau-là. Ce que je te dis, c'est que s'il arrête pas, je pense qu'il se fait finir très rapidement. Assez marrant, puisqu'à l'époque, ils sont 5 et 6e. J'avais vérifié du classement. Ils sont sur des trajectoires un peu différentes. Mais par contre, depuis, c'est étonnant. Tous ceux qui ont fait des podcasts de présentation de ce combat en ont parlé. Le parcours est similaire. 8 combats pour chacun depuis. 6 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites, elles sont pour les deux contre Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira pour la ceinture des poids légers. C'est étonnant quand même d'avoir eu le même parcours depuis 5 ans quasiment. Oui, Alors, c'est pas les mêmes victoires, c'est pas les mêmes Ils adversaires. ont battu Michael Chandler aussi. Ouais, exactement. Les deux ont en commun Michael Chandler dans des combats pareils qui sont restés inoubliables. Il y a un côté, ils sont liés en fait ces deux mecs-là. Moi j'ai l'impression, tu vois, ils sont dans l'imaginaire même collectif du fan du UFC aujourd'hui, du fan pas du nouveau fan qui connaît depuis 2 ans, mais tu vois du mec qui les suit depuis quelques années. Ils sont liés un peu. Oui, totalement. Et puis alors après, ça m'étonne que tu me dises que Gaethje, mais je crois que Gaethje était 6e au classement. Ils étaient 5 et 6. Ouais. 6e avec une seule victoire à l'UFC. Ouais, bah écoute, c'était pas les mêmes classements qu'aujourd'hui. Ouais. Ils étaient 5 et 6. En revoyant le combat, je vois, ils disent c'est le 5e contre le 6e. Ok, parce qu'on rappelle que Gaethje gagne inauguralement contre Michael Johnson. Après, il perd contre Eddie Alvarez dans un Exactement. combat qui est un brin similaire au combat contre Dustin Poirier. Combat juste avant là. Combat où il casse la mobilité d'Eddie Alvarez à coup de low kick et puis où tu sens qu'il va le terminer et où il se fait finir sur un contre. Ce combat-là, en fait, surtout, il marque, je pense, un très gros changement chez Justin Gaethje. C'est lui qui le raconte. Il dit qu'à partir de ce moment-là, il a compris que son style de combat qui marchait très bien auparavant hors UFC ne pouvait pas fonctionner à l'UFC, qu'il fallait qu'il s'économise et qu'il soit un petit peu plus et qu'il soit un petit peu plus calculateur. Et tu le vois revenir après ce combat-là, c'est pas forcément le même combattant. Il revient très très vite contre James Vick. Bon, James Vick, c'était pas un combattant d'élite, mais il présentait un défi intéressant parce qu'il fait plus d'1m90 pour les légers, c'était énorme. Il le met KO. Il met KO Edson Barboza après. Il met KO Donald Cerrone. Il prend la ceinture intérim contre Tony Ferguson. Il y a un vrai changement dans son approche du sport après cette défaite-là contre Poirier. Donc c'est pour ça que les gens qui s'attendent, à mon sens, à voir le même combat, je peux vous suivre parce qu'il y a toujours moyen que Justin retombe dans ses travers et qu'il s'engage dans une guerre sans merci avec Poirier. Et Poirier est le candidat idéal pour faire tomber Justin dans ces travers-là. Mais attention, c'est plus le même combattant non plus. Ouais, je crois que c'est après ce combat-là que Gaethje va voir Whitman. Et Oui, il dit c'est ce que je te dis, ouais. voilà, je veux être champion, je veux me transformer, je Donc veux il aller faut plus changer loin. mon Ouais. style. Donc c'est un marqueur important dans sa carrière et ça. On va voir l'évolution aussi et au final des deux avec ses retrouvailles 5 ans après. Ça avait fait, c'était une vidéo qui était devenue un peu virale quand Justin Gaethje et je sais plus à l'interround entre le 4 et le 5e contre Tony Ferguson, Whitman arrive et lui dit qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que t'étais un peu trop confiant. Non, c'est après le 2e round où il se prend l'uppercut, le knockdown contre Ferguson. Whitman arrive, il dit qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que t'es devenu trop complaisant avec toi-même et que tu t'amusais trop. Il a dit 2 fois je me suis fait mettre KO. Donc c'est un vrai marqueur dans sa carrière. Ouais, il a beaucoup évolué. Joe, est-ce que tu peux nous présenter? On va pas faire très long là-dessus parce que si vous suivez notre podcast depuis quelques temps ou que si vous suivez l'UFC depuis quelques temps, on n'a pas besoin de beaucoup vous présenter Dustin Poirier et Justin Gaethje quand même. C'est deux des stars des dernières années à l'UFC, mais tu peux nous faire rapidement force et faiblesse des deux selon toi? Alors Dustin Poirier, sa force, c'est sa boxe anglaise qui est très très belle, qui est très très précise, très très propre, avec une vitesse et une puissance qui sont
très très haut du panier, si ce n'est le haut du panier dans la catégorie des légers. Il a un sol qui est de bon niveau. Il faut pas se fier à la soumission qu'il prend par Charles Oliveira, parce que de toute manière, à part Islam Makhachev, tout le monde se fait soumettre par Charles On Oliveira. est d'accord. Mais il a un sol qui est Ou quand par même Rabib, ou celle de responsable, Rabib, qui a des bons fondamentaux. C'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Je dirais que c'est une petite ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais pour un combattant du UFC, ça reste une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc ça, c'est quand même très bien. Il a une bonne défense de lutte aussi. Je dirais que sa faiblesse, c'est plus dans son fight IQ. Je trouve qu'il a tendance parfois à trop vouloir faire la bagarre, trop vouloir faire la guerre, et qu'il se rend des combats compliqués alors que ces combats pourraient être simples. Pour moi, le meilleur des exemples, c'est le combat contre Dan Hooker. Il est beaucoup plus fort que Dan Hooker, mais ça reste un combat qui devient une guerre parce que Dustin Poirier, parfois, quand il disjoncte, il fait n'importe quoi. Je trouve que c'est le mauvais côté de son bon côté. C'est-à-dire qu'il a un bon côté dans le sens, il veut toujours vous finir. Il y a toujours des mauvaises intentions. C'est Dustin, tu vois, il veut y aller et vous terminer. Mais le revers de la médaille, c'est un peu ça aussi parfois. Le revers de sa médaille symbolisé en un mot, c'est qu'il est un peu trop émotif. Sans doute, t'as raison. Un peu trop émotif. On passe à Justin. Et je citerai un grand philosophe qui s'est retiré, Omar, du podcast Octogone. Les émotions, c'est pas bon. Et malheureusement, tu te rends compte que Samir, qui est CPE, il dit ça à ses élèves, ce qui est quand même une dinguerie, quoi. Un petit clin d'œil à eux deux, au podcast. Ça sera éternel. Podcast qui nous manque. On passe à Justin. Justin Gaethje, sa force principale, c'est ses low kicks. C'est des battes de baseball. Si vous voulez voir un combat un peu cartoonesque, un peu cliché, c'est Edson Barboza, Justin Gaethje, où les deux se regardent, ils attendent pas, ils s'envoient des coups de batte de baseball dans les jambes. Donc les low kicks, je trouve qu'il a des déplacements qui sont de bonne qualité. Il est pas élégant et délié et beau à voir, mais je trouve qu'il a une boxe qui est plus que correcte, qui est de très bon niveau même. Merci Trevor Whitman pour avoir arrangé tout ça. Des déplacements en L, ça c'est un peu technique, mais des déplacements en L pour ceux qui pratiquent qui sont fluides. Donc ça, j'aime beaucoup. Bien meilleure utilisation du jab aujourd'hui avec les progrès qu'il a fait sur Whitman. Je trouve que défensivement, et ça fait un peu bizarre de dire ça parce que contre Oliveira, il a tout envoyé par la fenêtre. Mais défensivement, je trouve qu'il est capable d'être excellent. CF, ses combats contre Michael Chandler et contre Rafael Fiziev. Contre Rafael Fiziev, qui est le chirurgien en gants blancs en termes de striking de la division, il a montré qu'il était capable de rivaliser de la tête et des épaules. Donc défensivement, je le trouve très responsable quand il en a envie. Après, ses points faibles, on les connaît. Il peut retomber dans la bagarre. C'est un peu le même problème que Dustin Poirier. On va pas se mentir, je te laisse finir, mais on va pas se mentir, il aime, pour en donner des coups, il accepte d'en prendre. Oui, voilà. Clairement. Pour en donner un, il accepte d'en prendre 4. Ouais, il accepte ça. Et son défaut, c'est qu'au sol, il a ton niveau. Il est nul. Au sol, il est totalement nul. C'est un truc de fou, en fait. Un mec qui est lutteur universitaire comme ça. C'est ça, alors comme il est lutteur universitaire, il y a cette mystique que peut-être que, mais... Non, mais en fait, tu le mets sur son dos, c'est terminé. Tu le mets sur son dos, il sait même pas se relever. Il est nul. Il est pas mal. Il se sert de sa lutte dans les scrambles pour défendre les takedowns et tout, mais une fois qu'il y a eu le takedown et qu'il a dos au sol, il est incroyablement mauvais. Mais je l'avais noté en point, mais ça va jusqu'au point où tu te dis... T'es Dustin, Poirier, il y a un moment, tu te dis, en fait... on attaque tout de suite là-dessus. C'est la porte d'entrée, je trouve, qui est pas mal. Est-ce que tu te dis pas... En fait, au moment où je veux le finir, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Je l'emmène au sol. Le problème, c'est que il est dur à amener au sol. Il est dur à amener au sol, mais je l'attente, quoi. Tu vois. C'est un peu ce qui s'était passé contre Chandler pour Poirier. Il y a un moment, il dit allez, stop les bêtises, stop la bagarre. Je vais t'emmener dans un endroit dont tu vas pas te relever. Mais Chandler a une meilleure défense au sol que Justin Gaethje. Rappelle-toi comment il sort de la prise de dos d'Oliveira en le slamant en arrière. C'était pas académique, mais c'était efficace. Non, évidemment, le game plan de Dustin, c'est que à un moment, si ça peut aller au sol, faut y aller tout de suite. Et je vois Dustin le terminer très facilement au sol. Alors, on rentre dans le combat, ça devient intéressant. On a fait l'épisode juste avant, notre deuxième épisode sur Spence Crawford, et je t'ai dit que pour moi, une des clés de ce combat-là, c'était quel Spence on allait voir. Par rapport, tu vois, Crawford, je suis un peu plus confiant sur ce que je vais voir. Quel Spence je vais voir et quelle stratégie il va adopter. J'ai envie de te faire un copier-coller, mais avec Justin. Dire quel Gaethje on va voir. Est-ce qu'on voit le Gaethje dont tu avais parlé contre Chandler, contre Fiziev, contre Ferguson, qui a fait tous ses progrès, qui va moins à la bagarre, qui sait utiliser son jab, qui sait accélérer quand il faut et pas tout le temps un peu n'importe comment, entre guillemets. Ou est-ce qu'on a un Gaethje qui se reprend dans ses travers, à son jeu de la bagarre, à son jeu d'aller à la guerre. Moi, tu sais pourquoi ça m'inquiète ça ? C'est parce que j'ai peur que Gaethje, à un moment, devienne une caricature de lui-même. Tu vois, on le met dans ce combat-là, avec la ceinture BMF,
En gros, on lui dit, il faut que tu nous promettes du spectacle. T'es le mec qui a 11 bonus sur 11 combats à l'UFC, t'es la garantie de spectacle. Fais du Geji, fais-nous la guerre parce que c'est pour ça qu'on te met BMF, c'est pour ça qu'on te met main event de ce combat-là. Et j'ai peur que parfois, tu vois, sur un combat comme ça puisse lui jouer des tours mentalement et qu'il retourne dans ses travers. Oui, Qu'est-ce que t'en penses? t'as entièrement raison. C'est Julien Casier à qui on en parlait qui disait ça. C'est que il est capable de faire un combat intelligent, mais avec tout ce qu'il va y avoir autour, il va disjoncter. Et puis il y a aussi le fait qu'en face ce soit Dustin Poirier qu'il a déjà battu, mais surtout Dustin Poirier. En fait, qu'est-ce qui fait disjoncter Gaethje? C'est s'il se prend une série de coups un peu durs. Bon bah Dustin Poirier il est capable de faire ça. En combinaison, il est capable Après, de t'en mettre. Attention parce que Gaethje, je trouve qu'il est un peu plus intelligent que ce qu'on veut bien le dire et ce pour qui on veut le faire passer. J'avais écouté son passage chez Joe Rogan où il avait donné une longue interview de 3 heures où il disait qu'en fait le but de sa fin de carrière, c'était de prendre sa revanche contre Poirier. Donc c'est à double tranchant. Est-ce qu'il y va avec des émotions? Et là, c'est pas bon pour reprendre Omar et Samir du podcast c'est pas bon et pas en vrille. Cette déclat, pour moi, elle est pas bonne du tout. Ou est-ce qu'il en a conscience que c'est important et que du coup il va écouter Trevor Whitman et faire un combat intelligent? Ça, c'est toute l'intrigue. Et malheureusement, heureusement, ou malheureusement, j'en sais rien, on le saura qu'au moment où ça arrivera. Parce qu'il est capable de faire 2 rounds nickel, et puis un moment où il va être totalement déconnecté, et puis partir en cacahuète, quoi. Ouais, il est capable dans le même combat de switcher ça. Mais moi, je pense qu'il peut y tomber. J'ai plutôt tendance à croire qu'il peut y tomber carrément dans ses travers, parce qu'en plus, le public va attendre que ça. Dans ce combat-là, au premier échange de coups, où ça s'envoie à droite à gauche, tu vas avoir le public qui va se lever. Ouais, c'était ça qu'on attendait, c'est ce qu'on veut voir. Je pense que ça peut lui rentrer dans la tête. Ça peut lui rentrer dans la tête. Après, s'il a un dernier run à faire vers le titre, sachant qu'il a échoué 2 fois pour la ceinture, c'est maintenant. C'est maintenant, et... Parce qu'on rappelle qu'ils sont 2 et 3e du classement. Hein. Souvent, on l'oublie dans ce combat-là, mais on va en parler, mais ils ont une chance de jouer le titre dans les mois à venir, ces 2 gars-là. Je pense pas. On va en reparler juste après. On finit un peu sur le combat. Est-ce que tu as d'autres points? Est-ce que, t'en parlais déjà tout à l'heure, est-ce que pour toi, on a une chance de revivre le 1? Est-ce qu'on a une chance de revivre 5 ans après le même truc, des low kicks, un Dustin qui domine en boxe, même si c'est pas toujours très beau ou très académique, mais qui le domine avec ses points. On a une occasion de voir ça? Totalement. Ouais, je pense aussi. Totalement, je pense que ça peut être même malgré l'évolution, tu vois. Ou alors, les deux ont tellement eu mal après le combat précédent, c'est-à-dire que Dustin a tellement eu mal aux jambes, et parce qu'il est reparti sur une civière de ce combat-là. Il gagne, mais il repart sur une civière. Et qu'au final, Gaethje, lui, il dit, moi, j'ai été faire la fête après le combat. Mais ça lui a fait mal mentalement. Et Justin a tellement eu mal dans la tête que les deux vont être ultra prudents. Il y a aussi ça qui est possible. Hein. Après, ceinture BMF, le public, on ne sait pas. Il y a un autre point techniquement qui t'intéresse dans ce combat ou auquel tu seras attentif. Moi, j'avais noté aussi quand même, je trouve qu'ils sont assez ouverts les deux sur le corps. Ils prennent quand même des bons coups au corps. Et le meilleur pour les body shots, c'est Justin. Ouais, donc à voir est-ce que ça joue beaucoup dans ce scénario-là. Je vais te dire, la clé, ça va être est-ce que Dustin Poirier va se mettre à checker les low kicks de Gaethje. Et s'il a regardé Justin Gaethje, Charles Oliveira, il a dû prendre des notes. Pour le coup, c'est un mec plutôt intelligent. Je pense qu'il aura noté ce genre de choses. Clairement. Le point sur la catégorie, puisque tu en parlais, ça a été annoncé ces derniers jours. Islam Makhachev le champion défendra sa ceinture contre Charles Oliveira, la revanche, toujours à Abu Dhabi, comme l'an dernier. Ce sera quasiment jour pour jour, 1 an après. Donc c'est le 2 entre Makhachev et Oliveira, sauf que cette fois, c'est Makhachev le champion. Ils sont numéro 2 et numéro 3. Gaethje et Poirier. Alors, on l'a déjà dit, ils ont perdu tous les deux contre Charles Oliveira. Ils sont tous les deux fait soumettre. Est-ce que si il faut que ce soit Islam qui gagne pour que le vainqueur de ce combat-là ait un title shot, tu vois ce que je veux dire? Si c'est Charles qui reprend la ceinture, on les abandonne parce qu'on les a déjà vus, ces combats-là? Bah, si Islam reprend la ceinture, de cette manière, il y aura Islam Volkanovski 2. Ah oui, non, mais moi, si Charles reprend la ceinture, pour moi, tu les mets pas parce qu'on a déjà vu ces combats-là. Bien sûr. Par contre, si Islam gagne la ceinture, t'as jamais vu Islam Poirier, t'as jamais vu Islam Gaethje. Mais ça sera Islam Volkanovski. Tu penses quand même? Oui, et je pense aussi que les deux ont eu 2 chances pour la ceinture. Oui. Okay. Chacun en ayant eu la ceinture intérim. Dont un contre un Islam bis, tu vois, le Islam avant Islam, Rabib. Mais les deux ont affronté Rabib. Oui, c'est pour ça, ils ont déjà affronté une sorte d'islam en fait. Rabib, les deux ont une ceinture intérim.
Écoute, je pense que Gamrot et Tsaroukian, ils vont finir par les dépasser au classement. On verra bien. Après, il y a un scénario où un des deux peut prendre la ceinture, c'est si il y a un finish spectaculaire. Si Gaethje arrive et qu'il met KO ou Poirier au deuxième round et vice versa, voilà, Ouais, ça tout sera va. un bon Et argument. que Marachev a gardé sa ceinture, t'as quand même argument. de Non, faire même ce si combat-là. c'est Do Bronx. Même si c'est de Même Bronx. si c'est Do Bronx. Même Et- si c'est Do Bronx, d'autant plus si c'est Poirier, parce que Poirier au premier round touche pas mal Do Bronx et c'est pas aussi net que la victoire de Do Bronx contre Gaethje. Mais je serais même tenté de te dire que Max Holloway aura un title shot en léger avant eux. Pourquoi pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, C'est- mais alors c'est- dans le fond, t'es d'accord avec ce que disait Tsaroukian il y a quelques mois, qui disait que Poirier, Gaethje, Chandler, il mettait Chandler dans le lot. En gros, il faudrait les dégager un peu du haut du classement parce qu'en fait, ils s'affrontent que entre eux et qu'ils font pas avancer. Tu vois, ils font stagner la catégorie parce qu'ils squattent 3 places du top 5 alors qu'ils les méritent plus. T'es d'accord avec ça? Un petit peu. Un petit peu aussi. Mais, Malheureusement, c'est j'adore difficilement ces mecs-là. justifiable. Ouais, c'est exactement. C'est là où c'est compliqué. Mais en fait, c'est difficilement justifiable parce que les classements marchent de cette manière-là et que tu peux pas effacer d'un revers de main tout ce que ces mecs ont fait dans les années précédentes. Après, n'oublions pas quand même une chose, Gaethje a battu Fiziev. Mhm. Pour moi, c'est beaucoup. Oui, bien sûr. C'était un peu le boogeyman de la division et il l'a battu. Fiziev qui est 6ème, Voilà. donc ça te montre qu'il y a une diff encore avec le top 5. Moi, je pense Ouais. que Gaethje, paradoxalement, Gaethje mérite un petit peu plus que Poirier. Après, on va pas se mentir. Hein. Regarde, Do Bronx gagne. Mm. Je pense que Conor McGregor aura un title shot avant eux. C'est possible aussi. T'as raison. Qu'il batte ou pas Michael Chandler. Je vois totalement le scénario. Islam gagne. Volkanovski aura le title shot avant eux. Et peut-être eux après. Si Islam rebat. Si Islam bat Volkanovski. Ouais. Je pense qu'il y aura un des deux entre Gamrot et Tsaroukian qui sera monté suffisamment entre temps. Donc pour toi, on les revoit plus jamais en title shot, ces mecs-là. Je sais En pas. tout cas, il y a un scénario qui existe où on les revoit plus. Le truc, c'est que c'est rare dans l'histoire de l'UFC. Je pense que ça n'est jamais arrivé que tu perdes deux title shots et que tu en aies un troisième. Dans Ouais, la même bien, division. bien sûr. Par contre, je pense que Poirier est devenu assez star, notamment avec ses combats contre Conor, pour que s'il a battu Gaethje, franchement, et que Islam a défendu contre Do Bronx, et que derrière, je sais pas pourquoi Volkanovski 2 se fait pas tout de suite. Moi, je suis l'UFC, je le fais quand même. Marachev, Poirier, c'est des stars. Ouais, mais Ça j'ai a pas de la envie de gueule. le voir. Ah, ça, c'est autre chose. Mais Moi, ce que j'ai je suis envie de voir, l'UFC, je vais pas mentir. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est Makhachev Tsaroukian 2. Non, je te suis, mais je vois vraiment un scénario où l'UFC Makhachev le fait. Tsaroukian 2, Makhachev Volkanovski 2, ça donne plus envie. Ça donne plus envie, mais je vois. Avant moi. Mais voilà, Avant c'est ce que moi. j'allais te dire. Là où mon scénario, c'est que je pense que pour l'UFC, Poirier, Marachev, ça vend. Et ils le comme savent que ce ça qui vend. fait de l'argent fait du sens. Voilà. Comme d'habitude. Juste pour finir cette émission de Joe, on parle de l'autre gros combat de la carte. Allez. Yann Blachowicz contre Alex Pereira quand même, chez les light heavyweight. Le début de Alex Pereira chez les light heavyweight. On calme tout de suite tout le monde. Il a été champion au Glory à ce poids-là, hein, à 205 livres. Il était champion dans cette KT. C'est pas une découverte pour lui et il a le physique largement. Ce sera même plus simple. Exactement, il a le physique pour cette catégorie-là. Il y a eu un doute comme le champion Jamal Halil a mis sa ceinture vacante puisqu'il s'est blessé. Il s'est blessé début Non, il n'y juillet. avait pas de doute. Il y a eu un poste de l'UFC qui disait 2 titres en jeu pour le 291. Ils se sont plantés, ils ont rétro-pédalé, mais il y a eu un moment où on s'est dit, ça se trouve, ils vont mettre la ceinture Aberration, vacante ça aurait été. contre. Je suis totalement d'accord. Mais on sait que vu la situation de la KT, le gagnant, il sera pas loin du title shot. Oui, derrière. bah, il il sera aura- pas loin du title Non, shot. mais le gagnant, si il s'en sort sans trop de dégâts, dans 3 mois, il est booké contre Yeri, On est d'accord. contre Projaska. Mais ils pouvaient pas faire ça comme un combat pour la ceinture vacante parce qu'ils avaient promis à Jiri Projaska, pour le récompenser d'avoir laissé sa ceinture vacante après sa blessure, de lui donner le premier title shot. Et c'est très bien que ça se passe comme ça. Comme ils feront Ouais. avec Jamal Halil. sans Ouais, doute. il y a une malédiction quand même dans cette KT, hein, depuis que John Jones est parti. C'est que voilà, là, c'est le deuxième d'affilée qui laisse sa ceinture vacante parce qu'il y a, pour cause de blessure. Moi, je suis très hypé par ce combat. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai simplement. Alors, Blachowicz, hein, on le respecte. Hein. Ancien On champion. respecte, ancien champion, Polish Power, ce que tu veux. Mais je pense que c'est un champion. Ça a été un champion un peu à la Michael Bisping. Tu sais, one shot. Ouais. Au bon moment, au bon endroit, au bon moment. endroit. Ouais.
contre un Reyes qui était déjà... il y a des choses pas nettes qui se sont passées dans sa tête à Dominique Reyes pour passer du Dominique Reyes qui peut battre de John Jones à Dominique Reyes qui se fait autant annihiler par Blachowicz. La première défense, c'est contre Adesanya qui a pas pris au sérieux sa montée de catégorie et qui s'est dit je vais venir en faisant juste mon poids habituel. C'était pas bon. On a vu que les catégories de poids existaient qu'il y avait une raison et surtout que c'est le plus gros écart, si tu enlèves les lourds, de catégories de poids entre des divisions. Hein. 185, 205, ça fait 20 pounds. Normalement, c'est 10 ou 15 si tu passes de welter à middle. Ouais. Mais là, franchement, non. Moi, j'ai envie de voir Alex Pereira en lourd léger. C'est ça qui fait l'excitation de ce combat-là. Parce que si Pereira, en lourd léger, fait ce qu'il fait en middle, c'est-à-dire qu'il arrive face à Blacko, qui lui passe sa droite, bon, ben, cette catégorie qui était un petit peu ennuyeuse, elle reprend vie. Elle reprend vie avec un combat qui est un vrai banger. C'est Prochaska Pereira. Incroyable. Moi, franchement, j'en ai envie. Et donc, tu l'imagines comment, là, le combat Blacko-Pereira comme je t'ai dit, on sait quand même, il a fighté au Glory en 205 livres, Pereira. Enfin, il n'est pas du tout un petit physique pour cette catégorie-là. Je le vois bien éteindre Blacko. Parce qu'on sait, la puissance qu'il a, quoi. Il peut, mais moi... En fait, je sais pas si je le vois bien ou si j'en ai envie, en fait. Parce que je veux voir Jiri Pereira. Ce qui m'inquiète, c'est que dans les deux combats contre Adesanya, même s'il a une victoire, il y a des moments où Adesanya contrôle Pereira au sol. Oui, tout à fait. Des moments où Adesanya amène Pereira au sol aussi. Alors qu'on avait vu ce qu'avait fait Blacko contre Adesanya sur ces créneaux-là. Je veux bien qu'il soit entraîné par Glover Teixeira, qu'il fasse beaucoup de grappling, mais ça m'inquiète. Si en combat, Adesanya a réussi à contrôler Pereira, imagine ce que peut lui faire Blacko. Ça peut être le remake de Blachowicz-Adesanya. Mais je vois quand même Pereira avec l'arme ultime et mettre KO Blachowicz. Pereira, parce qu'on a l'air d'en parler comme un... Mais il a aussi plein de défauts. Hein. Il n'est pas très mobile. Il y a beaucoup de choses que tu peux trouver pour battre un Pereira. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que Blacko va tenter va avoir le sous-estimer un petit peu. Je sais pas, je sais pas pourquoi. C'est pas le genre de la maison. Ouais, je sais, mais j'ai un feeling comme ça et qui va se faire cueillir. Et qui va se faire cueillir assez vite, en fait. C'est pas le genre de la maison, mais il faut aussi parler d'une chose, c'est que Pereira, il s'est déjà fait mettre KO plusieurs fois. Oui, bien sûr. C'est pas un indestructible. Et que Blacko, il tape comme un sourd. C'est pas un indestructible du tout, mais je sais pas, j'ai un feeling de voir Blacko se faire cueillir, quoi. Moi, je vois Blachowicz se faire éteindre quand même par Alex Pereira. Écoute, on va voir ça. Parce que je pense que sa puissance va être encore plus impressionnante en lourd léger. C'était déjà le cas en kickboxing, mais le fait de ne pas couper de poids, il va arriver en étant beaucoup plus frais et je pense qu'il tape encore plus fort dans ce cas-là. Alors, c'est marrant, j'avais noté, mais bon, comme ils n'ont pas mis la ceinture vacante pour ce combat-là, ce qui aurait été une aberration, tu as bien raison. Mais si Pereira gagne et qu'il fait la ceinture dans les 3 mois, ça reculera un tout petit peu ma stat. On dépassera peut-être un tout petit peu les 3 ans, mais Joe, rends-toi compte. Si Pereira prend cette ceinture-là, dans les mois à venir, là, en 3 ans, grosso merdo, il aura eu les 2 ceintures du Glory dans 2 catégories différentes, middle, light heavyweight, et les 2 ceintures de l'UFC, middle, light heavyweight. C'est quand même une dinguerie en termes d'accomplissement. C'est magnifique. La plus grande organisation de kick, la plus grande organisation de MMA. À l'heure où on parle du fait que le MMA soit devenu un sport qui est beaucoup plus complet, que les mecs arrivent, ils font pas du grappling ou du kick ou de la boxe anglaise, ils font du MMA. Et qui avait quand même ce truc de se dire ça peut être remis en question par les mecs qui font de la lutte, qui ont une lutte énorme et qui sont plutôt corrects en pied, et qui ont juste le minimum vital en pied-point, et que les mecs qui sont juste des strikers, ça va être dur pour eux. C'est remis en cause. C'est remis en cause quand on parle de gens qui sont l'élite. Adesanya, Pereira. Et c'est pour ça que le pied-point n'est pas mort dans l'élévation et la possible transition à MMA. On a la preuve vivante avec ces deux gars. Et bien sûr, le storytelling absolument parfait, si jamais Alex Pereira prend la ceinture des light heavyweight, c'est lequel ? C'est que le 5e combat contre Adesanya, le 3e en MMA, on l'a à 205. Exactement. Avec Adesanya qui monte pour tenter de prendre la 2e ceinture comme il avait fait contre Blachowicz. Je pars dans un délire là. Storytelling est parfait. Hein. Je pars dans un délire. Tu me suis ou pas ? Vas-y. Et si Pereira finissait avec 3 ceintures à la fin de sa carrière ? Dont les heavyweight ? Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Okay. Selon le profil du champion à venir, ça peut être le premier triple champ de l'histoire de l'UFC. Ce qui paraît dingue parce qu'il a plein de lacunes et de limites. Alex Pereira contre Cyril Gane, ça donne quoi ? Non, mais à ma tête et à mes réponses, tu comprends que oui, on sait pas. Exactement, on sait pas. Parce que Cyril, il est à combien il est à 220 225 ? Ouais. Bon, c'est le poids.
Il a combien? On avait vu à combien Alex Pereira hors camp? Bah, hors camp, oui, là, il est C'est ça, 220? de ça, ouais, 215, 200. Non, il est 220. 220. Il était monté à 220 et sec. Hein. Non, mais il y a plus qu'un monde où il a pris 3 ceintures à la fin de sa carrière à l'UFC, Alex Pereira. C'est fou, Oui, mais ça peut carrément exister. Après, il faut que ça soit le bon adversaire. Et si je cite Cyril, c'est pas pour taper sur Cyril, machin et tout. C'est juste que les autres sont un peu plus complets. Non, mais Tu vois que par exemple, un Thomas Spinal, il amène Pereira au sol et il le soumet. c'est Que plus Curtis compliqué. Blade, même, il prend Pereira en lutte et puis il le grind au sol. Par contre, il y a plus d'un lourd qui sont plutôt des bagarreurs que Pereira est un. Bien sûr. Des lourds actuels de l'UFC. On finit cet épisode par nos 2 pronos pour ces 2 combats. Allez. On les a pas fait. Poirier, on commence par le main event. Dustin Poirier, Justin Gaethje, ceinture BMF en jeu. Samedi soir, UFC 291 à Salt Lake City. Précision, c'est en altitude. Ouais. Ça jouera sur les cardio dans tous les combats. Joe, on sait qu'en altitude, on se rappelle Cain à Mexico, Cain Velasquez à Mexico. Cold. Voilà. Le Costa, le combat le plus bizarre de l'année. Si vous avez des choses bizarres qui se passent au niveau cardio, c'est normal, on est en altitude. Même si un Gaethje, justement, s'entraîne en altitude chez Whitman à Denver, ce qui pourrait jouer dans le combat. Ton prono pour ce combat, samedi à Salt Lake City. Au bout d'un moment, Dustin en a marre de se prendre des low kicks et de se prendre des gros coups de Justin Gaethje. Il y a un scramble, ça se termine au sol, étranglement arrière de Dustin Poirier parce que Gaethje vraiment, c'est pas son élément. Moi, je mets TKO comme le premier combat, mais troisième, fin de troisième. TKO pour Dustin Poirier. Et le co-main event, Jan Blachowicz, Alex Pereira, première d'Alex Pereira chez les lourds légers. Ça donne quoi? Pereira par KO. Pereira par KO aussi. Vite ou tard dans le combat? Peu importe, Pereira par KO. Je l'avais mis fin de premier round, début de deuxième. Ah ouais, toi t'es... Vite. Ouais, je te dis, je pense qu'il se fait cueillir, Yann. Je sais pas pourquoi. C'est un feeling. Hein. C'est pas du tout. C'est juste un feeling là-dessus. En tout cas, c'est un gros week-end de sport de combat, Joe, qu'on aura sur RMC Sport. On vous rappelle, Spence Crawford, le gros combat de boxe. C'est dans la nuit de samedi à dimanche. UFC 291 aussi dans la nuit de samedi à dimanche. Choisissez votre poison. Vas-y, Joe. C'est que sur cette carte, quand il y aura Tony Ferguson, Bobby Green, je vais couper la télé. Ouais. Parce qu'il y en a marre en fait, ça suffit. La détresse de la fin de arrêter, carrière de faut Tony arrêter. Ferguson, je suis totalement d'accord. Mets les gants au milieu de la cage, Tony, c'est ce qu'on veut parce qu'on t'a tellement aimé qu'on en a marre de voir tout ça. En tout cas, vous pourrez suivre ces 2 gros événements et boxe et MMA ce week-end sur RMC Sport. Allez voir tous nos contenus sur les réseaux sociaux, sur YouTube autour de ça, tous les épisodes du Fighter Club consacrés à ces événements. Vous manquerez pas de petits bonbons à savourer. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça nous permet d'avancer. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.